Salut tout le monde, le voilà, enfin, ça fait 2 ou 3 mois que je l'attends. Le nouveau Serpent Cobra SRX8 RTR. Vous savez, je préfère les kits, mais le prix des nouveaux engins de compétition est, pour moi, dans le domaine du délirant pour la taille de l'engin et ce qu'on en fait, surtout qu'on a vu ces derniers temps en compétition la qualité des produits. Alors, augmenter en efficacité, mais diminuer en solidité. Tous les derniers engins buggy et truggy de compète qu'on a eu dans les mains ont eu, parce qu'ils sont prévus en 4S, sont prévus avec des moteurs de 68 mm qui développent en général 5 à 700 watts de moins. 700 watts, c'est quand même presque un cheval de moins qu'un 74 mm. Même si tu mets le mode turbo, le truc muche, tu arrives à aligner un 42-74, mais si le 42-74 a aussi un capteur et un mode turbo, t'es cuit. Les engins sont un peu plus légers, mais avec les petits moteurs ça chauffe plus. Grosse consommation, les nouveaux varios de 120-250 ampères pour encaisser, pour moi de l'hérésie. Et sur le châssis en lui-même, parce que là on parle maintenant de l'équipement électronique par rapport aux compétiteurs, là où je veux en venir, c'est que justement pas prévu pour 6S. Alors nous on roule en 6S, généralement là où les compétiteurs roulent en 4S avec leur mode turbo, point de vue vitesse, la différence, c'est que moindre consommation, on a un peu plus de poids à bord, un moteur un peu plus lourd, une batterie un petit peu plus lourde. Mais ce qu'on aime surtout faire en loisir, c'est mettre des crampons, des vrais pneus tout-terrain, et pas des petits mini picots pour rouler sur des surfaces prévues. Et là, les transmissions souffrent. Sauf Techno RC pour l'instant, on a eu Timasso, on a eu Hot Bodies, on a eu. Qu'est-ce qu'on a encore eu euh, J'ai oublié le nom. X-Ray, on a vu aussi en loisir 6S, a eu le même souci. Alors bien sûr, tu peux tout caler, recaler, machin, mais c'est là que certaines marques, comme Traxas, HPI, par exemple, Obao, sont forts sur le domaine du loisir. C'est que grosse dent dans les diffs, pas de calage. Ça se saute pas, ça va bien. Donc j'ai pris le RTR parce que Serpent ces derniers temps s'est bougé énormément pour les utilisateurs de loisirs. On l'a vu sur la Serpent GT 811, les améliorations, le Serpent MTE 550 euros, entre 540 et 570 euros pour un MTE où tout colle. Évidemment, c'est un châssis plat, donc on ne pourra jamais faire ce qu'on fait avec un châssis extrudé. Un châssis extrudé, contrairement au TVP, c'est simple. Alors, Sen et HPI utilisent un TVP, c'est-à-dire deux plaques de châssis montées en parallèle. Ça peut bouger comme ça et comme ça peut finir en accordéon. Au bas et aussi Thunder Tiger utilise un châssis qu'ils appellent extrudé, c'est-à-dire la structure elle est en un seul bloc. Donc c'est comme un TVP, mais tu as un seul bloc qui relie le reste, et on a encore une cornière en plus. Résultat, pour le déformer, il faut y aller vraiment méchamment. C'est vraiment endurant, et le top du top, on peut prendre comme on veut. Le châssis modulaire plastique, avec 2 ou 3 morceaux ou 4 morceaux différents pour pouvoir absorber les chocs, comme à l'échelle 1 en automobile. Tout le monde veut de l'alu et du carbone. L'automobile échelle 1 se dirige de plus en plus vers le plastique parce que pour les crash tests, il n'y a pas mieux. Tout simplement. Donc ce Serpent RTR, c'est pas. Donc il y avait le 811. Mais le SRX8 arrivait, donc j'ai préféré attendre pour le SRX8. Le moteur est certes en 68, et maintenant ce qu'on va voir, c'est lequel Serpent a choisi. Parce que dans la GT et le Buggy 811, il y avait un 68 par contre, tout comme dans le MTE, avec un rotor un petit peu plus gros en diamètre. Le moteur est plus gros, ce qui ramène un peu plus de couple, ce qui fait que ça s'en sort bien. Alors dans la GT, c'est limite quand même 2400 kV, les gars en 4S ils chauffent fort quand même. Ils ont, pour finir pour passer les 10 minutes, genre là sur le circuit, vous avez vu le SAM 68, c'est un petit circuit pourtant avec des 6700, avec ce type de véhicule, il n'arrive pas à boucler les 10 minutes. Il faut des grosses lipos, donc ça c'est vraiment pas ce que j'aime. Maintenant on va voir ce qu'il y a là-dedans comme moteur, parce qu'évidemment vous me connaissez, si le moteur a des petits kV, on va pouvoir passer en 6 pignons plus petits et rouler tranquille. C'est ce qu'on va voir. La qualité de la transmission, tout ça, je ne suis pas inquiet parce qu'on l'a vu dans le MTE, dans la GT, justement dans la GT, dans la LWB. Là, on roule déjà en vitesse.
Pareil, on force pas sur la vitesse, mais on peut le faire. Un petit 120 tranquille, avec une grosse autonomie, malgré la surcharge des lipo-vitesses et du vario-vitesse. Ça se passe super. Et voici le bestiau que, bien évidemment, nous avons reçu ici. Grâce à... Ah, et là, vous allez le voir. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais sortir ce qu'il y a en plus dans le paquet. Racer C Modélisme qui pense à votre taux de glucides parce qu'il sait très bien que c'est pas bien les bonbons. D'abord, il y a hyperglycémie, donc tes azous. Après, tu as hypoglycémie, tu as l'insuline qui virevolte dans tous les sens et c'est pas bon du tout. Surtout pas les enfants, ça les rend complètement. Donc, lui, tu auras du pâté. Parce que le pâté, tu as des protéines et du gras, et ça, c'est normal pour le corps humain. Il sait s'en servir sans que ça le détraque. Alors. Nouvelle boîte, évidemment, pour ce nouveau buggy. Au moment où tu reçois, tu as un doute. Si tu te dis, merde, j'ai commandé le 1/10, je me suis trompé. Et... Oh 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 hey, hey, hey. Les mecs, hey. Gad Mani l'a causé trop vite. 4 à 6 S. Hey. Les mecs, si ça, c'est pas la classe. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, mais on va quand même se prendre le temps ensemble d'ouvrir la boîte. Non, j'ouvre pas. Alors, ce genre d'évolution ici, c'est grâce aux boutiques, les mecs. Nous avons l'importateur français, donc Serpent, et les Allemands qui ont tanné Serpent pour faire les choses dans ce sens-là, parce qu'ils ont écouté les utilisateurs de loisirs, l'engin étant pour les pilotes de loisirs. Enfin, tu vois, ils ont pensé à nous. Ils sont quand même partis sur une gamme, a priori, après la boîte de pneumatiques pour circuit, parce que c'est fait pour pilote, loisir, circuit à la base. C'est pas un engin de bâche. Bon, évidemment, je ne vais pas le bâcher dans la gravière, je vais l'utiliser dans la prairie. Alors, on mettra évidemment quand même des rampes. Les atterrissages à plat, évidemment, seront un peu plus durs que rappel contre rappel. Pose pas très grave. L'avantage, l'énorme avantage du buggy par rapport à toutes les constructions comme truggy, etc., c'est que nous avons la même mécanique dans les buggy que dans les truggy, qui peut le plus, peut le moins, évidemment. La mécanique est prévue pour encaisser dans le truggy, dans le MT, donc ramener au buggy, qui fait 1 kg de moins que le truggy et 2 kg de moins que le MT, essentiellement, surtout à cause des roues. Un châssis un peu plus court, moins d'efforts de levier, des bras plus courts, moins d'efforts de levier, des roues plus petites, plus légères, moins de stress sur la transmise. Ça fait toujours des buggy, en général, une réussite, même si dans la gamme, on le voit par exemple chez Coralie, les truggy, ça va bien, parce que les roues sont petites, ça glisse. Les muggy, ça va mal. Le buggy s'en sort bien. Chez Arma, c'est pareil. Buggy s'en sort méga bien. Truggy s'en sort bien. Muggy s'en sort, ça va. Ils ont toujours ce problème d'étagement de transmission parce qu'ils s'obstinent à ne pas mettre de boîte de réduction avec des grosses roues lourdes. Forcément, ça tire sur le matos. Alors, point de vue matériel, on s'attend évidemment à avoir la même chose que ce qu'on avait sur le 811, hein, de l'alu 70-75, les gros amortos. Mais ça, on va voir ensemble. De côté, la ligne est plus plate, elle a changé un petit peu. On a toujours évidemment le classique du buggy, la tourelle qui dépasse devant. Pas de protection sur les amortos. Ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. On est en config, donc moteur avant et une lipo à gauche, à droite. On va voir s'ils ont mis les bacs comme dans le MT. On dirait que les bacs ont été modifiés. Hein. Alors c'est vraiment... Si, on est parti sur... on verra quand on l'aura en main, ça ira mieux. Moi je vois ce qu'ils ont fait. Ça sera plus compliqué pour vous le montrer. Enfin plus simple pour le montrer sur le véhicule. On voit qu'il y a enfin une direction type classique. Je comprends ce qu'ils avaient fait avant avec le cerveau debout et à l'intérieur. Mais c'était vraiment problématique pour l'accès et il y a eu 2-3 soucis avec ce système. Donc ils ont gommé en changeant tout simplement le bit. Toujours la petite boîte radio en haut au milieu. À bord, niveau équipement. Voilà, c'est là qu'on va savoir ce qui se passe là-dedans. On a un variateur 120 A 4 à 6S. Ça c'est de la balle. Parce que, pourquoi ?
Alors vous allez me dire, ah, 120 ampères. Bah oui, 120. Quand tu as un moteur qui consomme pas trop, 120 ampères ça suffit. Regardez, le Mamba Monster 6S faisait 120 ampères avec un 2200 kV en 4274. Ça a toujours été un combo génial. Les autres avaient besoin de variateurs de 150 ampères pour faire fonctionner ce type de moteur parce que Castel a un meilleur rendement. Là, on a un moteur en 68, forcément déjà il consomme moins. Ce qui fait donc que le variateur a pu être passé en 6S en restant à 120 ampères. Et ça c'est pour moi la surprise. Je n'ai absolument pas essayé de comprendre ce qu'il y a dans cette machine. J'ai pas fouiné sur le net. J'ai fait confiance à l'importateur. On a discuté ensemble. Il m'a dit il nous prépare un truc chouette. J'ai appelé Hervé. Il m'a commandé ça. Et boum, le voilà. La radio. Alors, on va voir si on a bien celle-là dedans. La petite Dragon, dont on n'était pas trop content de la course de la gâchette de frein à la sensibilité. Pour l'instant, on va voir ça. Le cerveau, 15 kg. C'est pas le plus rapide. On a encore les pignons laitons. Sur le MT, peut poser problème parce que les roues sont lourdes. Sur le Truggy, passe super. Sur le Truggy RTR. Donc sur le Buggy, je suis confiant, on ne devrait pas avoir de problème. Tous les abos qui ont déjà ce véhicule, qui ont le Truggy, qui ont le MT, comme toujours les mecs, ou la GT, que ce soit la courte ou la longue, ces vidéos, toujours dans ces vidéos, les mecs, commentez, partagez votre expérience, donnez-nous vos conditions d'utilisation pour que tous ceux qui regardent la vidéo, qui sont intéressés par ce véhicule, aient des retours d'expérience sur les véhicules Serpent de différents utilisateurs dans différentes conditions, parce que je ne suis pas celui qui a raison et qui fait tout et qui te dit ce que tu dois faire ou peux faire ou ce qui est bien ou pas. Ça vient de chez Race RC, tout comme Action Mobilisme et Projo High Tech, ça a été ouvert pour checker l'intérieur. Ça, on aime. Moi j'aime. Alors le design de la couleur n'a pas grandement évolué, par contre j'ai l'impression que c'est un peu plus flashy. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Ça va être chouette, ça va être chouette. Alors, nous avons donc notice détaillée de la radio, comment faire le bind, les réglages, etc. Chouette sur cette radio, depuis toujours, dual rate des gaz. Cet engin, tu peux parfaitement le confier à un débutant. Tu n'es pas obligé de prendre du 2x2S, tu peux mettre du 6S dès le départ et le brider tout simplement. Du coup, en 6S 5000, méga autonomie. L'avantage du 6S 5000, tu peux trouver des batteries vraiment pas chères. Tu n'es pas obligé de mettre des batteries avec énormément de C pour avoir des performances correctes. Et ça, c'est sympa parce que dans le loisir, on n'est pas fan de dépenser 100-150 euros par lipo. Ce qu'ils sont obligés de faire en compète, vu les consos qu'ils ont. Toujours une grande planche de stickers serpent, livrée avec les serpents. On a une notice séparée pour le nouveau variateur. Alors, sur la boîte, on avait l'impression que c'était le design d'un Hobbywing VPS C8. Là, on retrouve le design d'un Cool RC, voire ZTW, en fait toute cette ligne de produits. Il y a effectivement aussi la carte de prog ZTW et le descriptif exact et juste un petit descriptif là de tout ce qu'on peut régler. Non, ça c'est le range. Donc là on n'a pas encore le tableau de programmation. On va donc brancher le vario pour voir tout ce qu'on peut programmer. ZTW n'a pas l'habitude de faire des varios dégradés 5 fonctions. Ils ont généralement toutes les fonctions. On va commencer par là. Hop. Oh, regarde la carte ZTV. Ouh, rebadgé. Bien, donc on peut régler le cutoff de 2,6 volts à no cutoff. T'as le choix. Moi je compte toujours d'abord par le maxi 3-4, je roule, je check ce que ça donne avec mon voltage. Si ma batterie quand j'ai fini elle est bien à 3,5, 3,6, on est bon. N'oubliez pas que la coupure se fait quand le véhicule roule, donc quand on tire du jus dessus. Tu tires dessus, donc le voltage s'effondre et là ça coupe à 3,4, donc seulement quand tu relâches, quand tu vas mesurer, tu as un voltage entre 3,5 et 3,6, mais ça dépend des programmations. Par exemple, chez Castel, tu mets 3,2 pour avoir ça. Chez Hobbywing, tu mets 3,4 pour avoir ça. Donc, il faut voir
faut essayer pour être sûr. Parce que si tu finis, tu es à 3,75, 3,80, là vraiment il y a encore 30% dans la batterie. Donc sur une 5000, tu as utilisé 3500 mAh, il te reste 1500 mAh à bord. Tu joues la sécurité, c'est bien, mais là il y a un moment, c'est peut-être un peu trop de sécurité. Évidemment, frein, pas de frein, marche avant-arrière, etc. Timing moteur. On ne te le donne pas en pourcentage, on te dit faible jusqu'à très élevé. L'accélération de base, de bas à élevé. Généralement, je suis en médium et en low sur les pistes. Sur les engins où je sais que je vais faire du stunt. Là, par contre, je mets à blinde. Par contre, après, gaffe avec la gâchette gaz-frein. Hein. Surtout au moment de remonter les gaz ou de partir, etc. Tu peux brider le variateur avec la carte. Ce qui fait que tu peux mettre 6S. Et tu peux, puisque les petits sont malins, hein, ils vont très vite trouver ton dual rate. Donc tu peux ici les brider avec ce variateur physiquement au vario. Comme ça, il est impossible, s'ils ne mettent pas la carte de prog, pour eux de se débrider. La puissance de freinage, le drag brake, c'est-à-dire le frein moteur, le sens de rotation, limite de marche arrière, on a oublié, on est passé tout de suite sur la limite de gaz, donc limite de marche arrière. Là, généralement, moi je suis à 50% au loisir, parce que des fois tu te prends un peu dans les fougères des trucs, tu mets un petit coup pour sortir, ça va bien. Alors, en compétition, évidemment, ils ont 0, et la plupart des varios, par défaut, ont 25%. Le neutral range, ça c'est très important selon la radio que tu as. Si tu as des radios qui sont très précises sur le potard, tu peux mettre des plages de neutre très étroites. Tu as vu ça, la transition, wow, passe direct à la radio. Wouh. Donc si ta radio est précise, tu peux avoir une plage très étroite pour que dès que tu touches ces gaz, dès que tu touches ces freins, tu vois. Et si tu as des radios où c'est flou, eh ben, tu te laisses un peu plus de mou au centre. Donc cette radio, côté gaz, on est bien, côté frein, regarde. On n'a vraiment rien. Hein. Le ressort est très mou, donc là ça va, généralement tu contrôles, c'est là généralement que les gens ont du mal. Hein. Il faudrait que ce ressort soit plus dur de ce sens. Donc ce que je peux te conseiller au début, si tu as du mal, c'est de mettre ici. Encore sur le buggy ça va aller, avec les roues fines et légères, moins de motricité ça devrait bien passer. C'est mettre une petite mousse ici, comme ça tu seras obligé de presser contre la mousse, ça va te ralentir. Une petite mousse sur le vent, comme toujours si elle tourne tu la colles. On a toujours une roue et un frein à disque à l'intérieur inutile, ça c'est gadget. Mettez-nous un truc fermé, noir, basta. Et le cent économisé là, mettez-le dans là. Alors là-dessus évidemment on peut inverser direction. On peut inverser les gaz. On peut trimer les gaz. On a ici le dual rate des gaz. On peut trimer la direction et ici le dual rate de la direction. Ça bride tout simplement le débattement de direction gauche et droite simultanément. C'est vrai que là c'est le petit plus sur la radio Cheobao, c'est que tu peux faire séparément gauche et droite. Tu as là-bas un EPA, ça s'appelle, c'est le réglage des butées de direction ou de gaz et de frein, donc tout ça séparé. Là c'est ensemble, c'est déjà bien. Tu vois. Avec 2 potards de plus, on pourrait avoir les EPA, tu n'as plus besoin de dual rate. Et en contrepartie, on enlève ça par exemple. Là je pousse le bouchon, ça suffit comme ça, c'est très bien, ça va bien. N'oubliez pas qu'à certains moments, quand vous bridez ici les gaz, généralement, passé sous 50%, vous perdez la marche arrière. Et plus vous bridez, plus le frein va être bridé aussi. Ça, c'est l'avantage de certaines autres radios qui ont séparé le frein de l'accélérateur pour éviter ce genre de problème. Évidemment, 4 batteries AA. Ça, je ne me trompe jamais si c'est les AA ou les AAA. Alors, c'est AA ou AA. On verra ça. Quand j'aurai les batteries en main, je pourrai vous dire, ah, ça c'est fixé ensemble, très bien. Je vais mettre ça de côté. On va sortir les batteries qu'on a reçues bien sûr grâce à tonton Benjamin et c'est des AA. Et les AA, c'est les toutes petites. C'est pour ça qu'il y a plus de A parce que ça peut tomber des mains. Zenotis. Eh oui, on se prend le temps, c'est dimanche matin les mecs. Il faut qu'il y en ait pour tous. C'est vrai que mes premiers box, moi ce qui m'intéresse c'est la machine. Je sors la machine, je la démonte. Mais il y a des gens qui aiment voir le détail, avoir quelques explications de base, comme ça c'est vrai, il faut penser aux débutants. Le gars qui arrive dans le loisir, et cette machine est précisément faite pour ça, il ne connaît pas la RC, il veut débarquer là-dedans, il trouve ce modèle beau, pas modèle bao, ce modèle beau,
Il va vite sur YouTube ou sur le net et il tombe sur la vidéo et au moins il a des explications de base suffisantes pour savoir que ouais, ok, ça me va ou pas. Notice évidemment en anglais pour la radio et tout ça aussi. On est au 21e siècle, les mecs, réveillez-vous. Hein, il faut être ouvert d'esprit, ça n'a rien avec le 21e siècle. Il faut se mettre un peu à toutes les langues. Ça vous permet de communiquer facilement avec tout le monde. C'est pas important si tous les mots sont exacts ou pas, et c'est encore moins important l'orthographe. Le tout, c'est de se comprendre tous ensemble. Tout le reste, c'est du chiquier en fait. Ça sert à rien. C'est juste pour dire je suis un élite de quelque chose, mais bon. Je préfère communiquer que savoir écrire, je te le dis. On a en détail sur le véhicule le nom de chaque chose. Steering block, bloc de direction par exemple. Caster block, c'est la chape chez nous en France, ou le moyeu. Triangle de suspension, etc. Utilise les mots anglais. Tu en auras besoin quand tu cherches les pièces. Ça va beaucoup mieux pour chercher les pièces en mettant les termes anglais. En français, tu trouveras pas grand chose sur le net. On a ensuite un design plus réaliste vu sur le véhicule monté pour que tu t'y retrouves avec les éléments. Il y a un petit descriptif des choses. On t'explique par exemple l'utilité des ressorts. En changeant la dureté des ressorts, etc. selon le circuit. Tu vois, il y a des petits détails importants ici. À savoir que je devrais aussi une fois relire pour redonner des explications plus correctes, parce que avec le temps tu fais des erreurs, tu t'éloignes du truc, il y a quelque chose que ça a vu depuis longtemps, il y a quelque chose, des fois des choses qui t'ont jamais intéressé, sur lesquelles tu ne t'es pas penché, donc tu ne peux même pas l'expliquer comme il faut, tu vois. Donc c'est important. Là c'est écrit, tu vois, la ride height, c'est, alors traduit en français garde au sol, sauf que ride c'est rouler. Ceci est le réglage de la garde au sol dynamique. C'est là qu'intervient la précontrainte des ressorts qui ne durcit jamais un ressort. Quand tu augmentes la précontrainte de tes ressorts, tu changes, tu lui enlèves une partie de sa progressivité. Si un ressort fait 1 kg au départ et 5 kg à son point comprimé max, si tu le réduis et qu'il a 1 cm au kilo, sur la moitié du ressort, parce qu'après il est comprimé, donc si tu comprimes d'1 cm, il va réagir de 2 à 5 kg, de 3 à 5 kg, de 4 à 5 kg et 5 kg. Tu me suis? Tu perds de la progressivité, mais ça relève le châssis, puisque le véhicule a un certain poids. Si tu es détaré, on va dire, il va être posé en bas, mais tu auras toujours le même débattement de suspension. Ne pas confondre débattement de suspension et hauteur de caisse. Les gars, c'est là que ça se passe. Et ne pas confondre garde au sol maxi et dynamique. La garde au sol maxi se bride avec soit la longueur des amorteaux, soit l'ancrage des amorteaux, soit, s'il n'y a pas d'autre moyen, la vis qui est dans le triangle. Si tu serres cette vis, le triangle ne peut plus descendre, donc ton véhicule, eh ben, il est bas. Tu perds du débattement, le véhicule descend. Et après, il faut faire gaffe avec les ressorts, parce que si tu serres trop, tu comprimes déjà le ressort, donc tu perds en plus la progressivité. Donc tu changes tout, et c'est pas forcément bien. C'est à ce moment-là qu'il faut des ressorts plus ou moins courts ou longs, ou des ancrages différents d'amorteaux. Design. Ici c'est le dessin, c'est pas la photo. Détaillé du diff. Donc 4 satellites, hein, montage classique avec rondelles derrière chaque satellite. Pas de rondelles, attention, derrière les planétaires. Parce que couronne ferraille, et ici aussi à l'intérieur du carter plastique, insert métal, et le planétaire est directement sur un petit rebord de cette ferraille. Tu n'as pas de rondelle entre. Ça économise une pièce, et c'est sûr que la pièce en plus permet, parce que tu as de l'huile devant la pièce et derrière, plus là, mais Serpent, j'utilise la ferraille de qualité. Résultat, la durée de vie dans le temps ne pose aucun problème. On va voir s'il y a une couronne plastique au centre métal. Moi j'aimerais bien une plastique, c'est silencieux. Les couronnes de diff avant-arrière évidemment sont métal. Et ensuite tu as évidemment tout le montage détaillé, bar stab, etc. On a des cardans centraux, on appelle dog bone, donc os à chien. Les cardans arrière aussi.
sur le plan. On verra ce qu'il y a sur le véhicule. Des fois, ils font des modifs et ils n'ont pas eu le temps de modifier sur le plan. Et à l'avant, évidemment, des cardans homocinétiques. Traduit en anglais CVD, Constant Velocity Drive Shaft. Donc cardan à motricité constante. Voilà, donc maintenant on va pouvoir découvrir l'intérieur du véhicule. Ah, aussi, évidemment, le montage total de la suspecte, donc par membrane, donc à volume constant. Il n'y a pas de vis de purge dans le capuchon, donc tu ne peux pas faire soit complètement vide d'huile, soit, pour ceux qui aiment ça, par émulsion. Accessoirement, si tu laisses de l'air dedans, de toute façon, tu as un amorto émulsion. Je taquine les pros, et je sais très bien que là, il y a un Renault Savoia qui est en train de se fendre la gueule. Il se dit, non mais il peut pas s'en empêcher celui-là. Je parle de lui parce que allez voir les tutos de Renault. Les mecs, c'est un pro qui fait des tutos pour tout le monde, accessible, facile, super cool, pas de prise de tête. Alors, elle est fixée. Alors attends, bouge pas, je vais d'abord devoir la défixer. De toute façon, c'est une vidéo enregistrée, donc ceux qui ne veulent pas voir le détail au démarrage, eh ben, ils zappent, hein, c'est comme toujours. Alors, pourquoi je ne mets pas les timecodes en dessous? Parce que si je mets des timecodes, il va se passer quoi? Les gens vont aller directement à la session qui les intéresse. Ils n'ont regardé que 30 secondes de la vidéo et basta. Là, ils sont obligés de fouiner un petit peu. Moi, j'aime bien le carrosse, même si vous avez vu avec le temps, on prend des habitudes, on structure les vidéos d'un point à l'autre. Mais ouais, moi j'aime bien. C'est pas le cas. On a avec d'autres palonniers cornes de cerveau. Corne parce qu'en anglais, en allemand on dit corne, en français on dit palonnier parce qu'un élément de levier sur un axe, en français c'est un palonnier en mécanique. On en a deux, donc si tu mets un cerveau d'une autre marque, tu pourras facilement avoir ce qu'il faut. Ça c'est sympa, franchement. J'aime bien que ces palonniers, alors ils sont en plastique c'est vrai, par contre ils sont doubles, ça c'est efficace, avoir la solidité après au niveau des dents. Une fois de plus en buggy, il n'y a pas de problème. On a ici des pistons d'amorto avec des trous différents, et ici une cale qui a noté 2, 6, donc on verra à quoi elle sert. Je ne sais pas encore. Le bint plug, chez Serpent aussi, économiser ça. Systématiquement, ils envoient 2 fiches comme ça pour les lipos homologués courses, donc qui ont les prises directes dedans, que je déteste parce que beaucoup de monde les ont déjà inversées. Hein. Genre, pas moindre erreur d'inattention, tu branches à l'envers, tu as un problème, c'est pas cool. Toujours aussi en prise DIN. Ça suffit en 4S pour ce type d'engin, évidemment, parce qu'on a une faible consommation. Mais les cosses plates ont toujours la possibilité d'avoir un mauvais contact, donc des étincelles en roulant, chauffe de la prise, ce qui souvent a posé des problèmes à ces prises DIN qui ont commencé à fondre ici. C'est pas le voltage qui passe qui les fait fondre en général, c'est les mauvais contacts. Après ça peut arriver quand même que ce soit le voltage qui passe, ça fondant, mauvais contact, c'est encore pire, enfin, c'est pas cool, puisque ceci peut coûter la vie d'un Vario. Avec les mauvais contacts et les étincelles, tout ça, c'est pas du tout ok pour l'électro. Économiser ça. De toute façon, la plupart des gens, quand ils achètent les lipos, on leur câble avec. Voilà. Et là, sortir le bébé. Alors, il pèse quand même le bébé. Le voici, le voilà. Et mon support rotatif. Le transpire cochon rotatif est utilisé ailleurs. Donc les couleurs classiques Serpent, c'est avec le orange, le noir, le gris. Ajouter une touche de bleu. Donc on est bien dans l'état interségage. C'est pas pour ça que je l'ai acheté. Voilà, on va vous faire le tour rapidement. C'est vrai que les buggy, ça change pas énormément avec le temps. On trouve des fois des designs un peu différents de la morphologie des triangles. La carrosserie, chez Techno, ça va être plus carré. Chez les autres, ça va être plus fluide, etc. Donc ça c'est classique. Après tu as des cabines avancées, des cabines reculées. Chacun aime ce qu'il aime ou pas. Ce qui est venu avec le temps beaucoup plus, c'est ici aussi, ils utilisent l'arrière de la carrosserie pour faire un mini aileron vers le haut. L'aileron là c'est pareil, donc aérodynamique, un buggy c'est zéro, hein. Tu prends beaucoup d'air là, donc maintenant ils développent aussi certains, un petit aileron ici en compétition pour donner un peu plus d'appui à l'avant. Évidemment l'aileron arrière, tu as 36 000 formes, tu en as des plus bas, des plus hauts, tu peux changer l'angle, tu en as qui ont des systèmes modulaires à l'arrière, tu peux rajouter des barrettes pour monter la pression ou diminuer.
etc. En compétition, ils sont aussi limités, je crois, avec ce qu'ils ont le droit de faire ou pas à ce niveau-là. Donc les compétiteurs, écrivez en dessous, informez les débutants loisirs qui ont envie de se lancer de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas sur circuit, s'ils veulent se lancer dans la compète, pour qu'ils puissent savoir si vers quel engin ils veulent se diriger, qui sera peut-être mieux ou pas pour eux. J'aime bien l'aileron serpent. Le classique, il est plat. Beaucoup font des formes un peu comme ça, mais ça dépend de la carreau avec laquelle ça va. Les couleurs, super flashy, on aime bien évidemment. Je suis pas fan des jantes à disque, mais bon, c'est ce qu'ils nous font, donc on n'a pas le choix. On a un léger déport quand même, on constate que l'écrou de roue ici est, tu vois, juste à fleur avec la jante. Pourquoi? Pour éviter. Le problème, quand ça dépasse trop, tu tapes rapidement. Si tu tapes ici l'écrou en roulant sur quelque chose, sur un rebord, sur les circuits, souvent tu as des petits rebords ou des côtés ou d'autres compétiteurs. Si tu tapes l'écrou, tu vas le débloquer. Donc là, normalement, ils sont cannelés ou ils sont montés à la loctite, c'est ce qu'on verra plus tard dans la vidéo accessibilité mécanique, démontage, remontage, etc. Entretien. Les amortos, beaucoup n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien parce que quand tu as un capuchon full métal, c'est très vite moche, c'est très vite détruit, ensuite très cher à remplacer. Là, c'est pas cher du tout. Du plastique clipsé sur une rotule, ça tient bien, il n'y a pas de jeu, comme avec les petites cales qui font tous les autres. Et petit inconvénient, ça c'est le petit avantage au Bao, tu as le petit trou pour remettre une vis devant avec une rondelle, parce que là, effectivement, sur un retournement, si tu frottes de l'autre sens, tu peux le déclipser. Donc si tu es en condition de course, ça va t'énerver. Nous, pour le loisir, c'est pas très grave, ça va déclipser, au contraire, ça va éviter de stresser une autre pièce, c'est pas plus mal. Support d'aileron en une pièce. Effectivement, on a quand même ici encore une grosse barrette en alu pour renforcer ça là-haut, c'est marrant. Aileron très flexible, c'est bien, tu vois, t'as pas besoin d'imprimer un truc de 500 grammes au TPU, c'est pas mal. Support d'aileron classique aussi toujours fixé directement sur la tourelle et la partie supérieure du bulkhead. Classique en buggy aussi, zéro protection arrière. C'est la version RTR, donc tu as toujours les petits clips. On n'est pas fan, mais ça pose pas de problème. Même sur le Serpent MTE, nous n'avons eu aucun souci avec ça. Barre stable qui est verrouillée gauche-droite pour pas se balader. Ce qui fait qu'elle est toujours bien libre. Parce que quand tu as les petits réglages, souvent les gens serrent trop fort. Te bloque cette barre qui doit se promener librement, impérativement, pour pouvoir bien passer la force d'une roue vers l'autre. Étrange chose, on a des cruciformes, là. Mais enfin, c'est quoi cette histoire? Tout d'un coup, on a des cruciformes. C'est parce qu'ils ont pris des vis avec des têtes à rondelles, mais ça existe aussi en hexagonal. Bon. C'est pas la mort. Le diff rempli light à l'arrière, pneumatique, avec pas des tétons, des espèces de petits trucs bidules, on va appeler ça. La mousse, par contre, franchement, là, ouais. Là, on est vraiment déjà sur du pneu circuit. Hein. Ça, c'est sûr. C'est loin, là, on est loin du pneu loisir. Pas mal du tout la sensation. Donc, ça sera très à l'aise pour nous, pilotes de loisir, dans l'herbe, le sable, la terre, tout ça. Évidemment, au goudron, t'évites, tu vas les bouffer en moins de 2. T'auras un bon grip parce qu'ils sont souples. Hein. Sous le dessous, donc le châssis, comme toujours, propre. La petite découpe ici qui permet à tout ce qui rentre de sortir aussi, de rien coincer la couronne. Ces choses qui se baladent en bas près de la couronne peuvent se reprendre dedans. Moi je suis vraiment pour les trucs ouverts. Hein. Ça fait ses preuves, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On va voir les pré-réglages de l'engin sortis de la boîte. On a toujours ici des petits BTR qui maintiennent les clous. Là, ils ont mis des simples clous, un petit BTR là en bas. C'est rare quand même d'avoir de la terre fourrée dans le BTR et de ne pas réussir à le sortir. Ça peut arriver quand même. Rien ne t'empêche de mettre un petit scotch par-dessus pour être pour la paix. Transmission. Cardan, donc bone, et tu vois, tout est en acier bruni, flexible. Flexible parce que justement ça permet sur les chocs, puisque le plastoc là est flexible, ça va se plier, le cardan va suivre et va revenir. Hein. Ça c'est vraiment génial. Sur les MTE, depuis qu'ils sont passés sur les cardans arrière du Truggy, on n'a plus de problème. Les premiers n'étaient pas assez rigides, ils pouvaient sauter de là, ils ont endommagé la noix de cardan et le roulement. Et depuis qu'ils ont mis les plus fins du Truggy dessus, donc on a plus de flex, ça va très bien. Alors voyons voir ces petits réglages, est-ce que tu vois la caméra où on est? Ouais. Tu vois où on est.
Vous êtes prêts? Là, on n'a pas encore les batteries dedans, c'est juste pour voir ce qu'ils nous ont fait. Sorti de la boîte. Alors, l'huile arrière épaisse, tu vois, le véhicule remonte doucement, donc ça c'est le signe d'une huile relativement épaisse par rapport à la pression des ressorts. Et à l'avant, ouf dit. Ah ouais, à l'avant on est bien ferme. Donc on a bien aussi un réglage circuit. Ça c'est vraiment issu des compétiteurs. Tu vois, tu poses l'engin, poum, il est posé. La seule chose qui a fait clac, c'est la carreau. Ça, c'est le réglage typique circuit pour éviter les rebonds après les sauts, appel contre appel, etc. Tu te poses propre, le véhicule il fait plof et il est posé. Il remonte en fait avec sa force motrice. C'est quand tu mets gaz que le véhicule remonte. Au freinage, il ne va pas se s'écraser parce qu'on est vraiment dur, tu vois. Évidemment, moi, pour rouler, bon, on va le tester comme il est là, évidemment. On sera bien pour rouler. Mais pour mon utilisation de loisir, spécialement dans l'herbe, je préfère une suspension un peu plus souple. Je préfère avoir aussi beaucoup plus de garde au sol. Là, il est vraiment très bas. C'est bien sur circuit, surtout les circuits qui sont damés ou les circuits moquettes, etc. Oui, si quelqu'un connaît ses pneus chez Serpent, il peut nous dire si s'il a testé ses pneus sur moquette, s'ils sont bons ou pas, ou évidemment si on a des pros à bord qui passent par là pour nous faire un petit coucou, ça serait sympa pour nous dire effectivement on a prévu les pneus pour ça et ça. On aime bien ça. Ce que je comprends pas, c'est ça. Alors ça, jamais tu me verras rouler avec l'antenne dehors. En plus, ils ont percé le toit exprès pour passer l'antenne. Le Lexan ne coupe pas les ondes. Cette antenne, pour moi, il faut qu'elle reste dedans. Parce que là, quand tu vas te retourner, tu vas plier ton tube d'antenne. Dedans, il y a le câble d'antenne. Tu vas le plier, tu vas le râper, tu vas bousiller ton antenne récepteur. Et là, tu vas perdre définitivement de la distance émission-réception. Ils ont fait un trou là derrière aussi dans cette carreau parce que de toute évidence elle est prévue aussi pour le montage de l'autre sens. Quoique, avoir la boîte réception là derrière, montage de l'autre sens, c'est étrange. C'est peut-être pour le thermique. Attention, c'est peut-être le trou pour c'est là que la boîte réception sur les thermiques. Les thermistes, s'il vous plaît, faites-nous part de tout ça. Petite vue du dessus aussi, parce que c'est vrai qu'on ne voit jamais les véhicules d'en haut quand même. C'est quand même beau, toute cette histoire. Alors, avant de découvrir ce qu'il y a dedans, donc moteur, très bon choix, 1900 kV. On va voir si effectivement c'est un moteur aussi un peu plus mastoc. On va pas l'ouvrir maintenant pour voir la taille du rotor, mais si c'est la même construction, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Niveau des réglages de train, on a étrangement du pincement à l'avant. Ça, je ne suis pas habitué. On a du carrossage, je dirais quasiment négatif à l'arrière un petit peu, parce que quand les suspensions s'enfoncent, tu vois, il est bien. Alors, regarde, quand tu relâches ta suspette, tu vois, as l'impression que tes roues sont un peu comme ça. À quoi ça sert? Ben, ça sert que quand tu délestes, tes roues, justement à l'arrière, perdent de l'adhérence, ce qui te permet de tourner facile sans te renverser. Beaucoup m'ont utilisé ça. Par exemple, Team Asso sur le SC8, ils ont exagéré ce réglage pour justement glisser et pas partir tout le temps tonneau. Et regarde, quand tu comprimes la suspette, là, tu prends bien du carrossage positif. On a un léger pincement, évidemment, induit par les cales arrière. Et devant, on a aussi du pincement. Et on a déjà aussi beaucoup de carrossage positif. Et au freinage, il devient un petit peu négatif. Le pincement devient négatif au freinage. Donc à voir, à voir. Je crois que je vais quand même régler ma sauce avant d'aller sur la pelouse. Je roule pas circuit, donc ces réglages, c'est sûr, passeront bien sur le circuit. Mais moi, j'en ai pas besoin. La qualité du Lexan chez Serpent, c'est pareil. On est sur du bon, on le sait. Ils l'ont prouvé maintes fois. Et on a donc effectivement le Vario type ZTW à bord. Mais c'est le... Alors on va voir si c'est bien. Ils n'ont rien écrit dessus sur celui-là. Donc d'après la notice, c'est bien un 4S jusqu'à 6S. Enfin, il peut rouler 4 et 6S et 120 ampères. On a... Ah, ils aiment bien par contre ça, les Rilzan chez Serpent, ils aiment bien. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc on a un livret avec 2 prises DIN et le bouton on-off qui est fixé avec un Rilzan sur le câble. Donc avec le temps,
tu vas le bousiller. Ça, pour moi, c'est incompréhensible. Le câble est court, résultat, tu peux le fixer nulle part. Moi, j'aime pas ça. Mais alors, pas du tout. Ça, c'est vraiment bizarre plus. Câble moteur, ce coup-ci, ils les ont raccourcis, c'est bon. On a bien le moteur du même type de fabrication que les précédents. 1900 kV là en 6S, ben moi je dis que ça va être un régal. On a un petit pignon de 15 16 par là. Couronne centrale métal. Niveau des dents, on va pas dire de bêtises, entre 45 et 47 c'est sûr. Évidemment plus petite que ce qu'il y a sur le MT et le Truggy. Enfin quoi que le Truggy, je sais plus si c'était une 47 ou une 50, le MT c'est sûr que c'est une 50. Presque sûr. Bar stab avant et arrière, comme toujours chez Serpent, monté sur le système de rotule dans le triangle. Cette bague est en plastique, je suis pas super fan. Dans le buggy ça tiendra, dans le MT mais t'es arrivé de le casser, donc après tu peux acheter l'option alu, mais les options par contre sont super chères, mais la qualité est évidemment juste magnifique. On a donc le même train avant, je veux pas dire sur les triangles, hein, ça je suis pas sûr, mais tout ça c'est identique au MTE, au Truggy et au buggy 811. Du moins sur ce RTR là, attention, hein, le SRX8 en kit est fait différemment. Les bacs à batterie, donc un mix entre ceux du MT et ceux de la piste, puisque la LWB, la Serpent Long, a juste la petite languette. Là, on a quand même, tu vois, un bel arrêt gauche-droite avant-arrière. C'est sympa. On est très très près ici du pignon moteur toujours avec cette construction. La longueur du châssis, donc c'est chaud, hein, selon la lipo que tu vas mettre, selon le pignon que tu utilises, faut faire gaffe. Ils ont gardé par contre les deux trous ici qui servaient sur l'autre système. Tu avais une languette qui était montée autrement, donc tu pouvais justement mettre une languette au niveau du velcro dessus. Moi je préfère les velcro. Bon, évidemment là les 2S ça rentre doigt dans le nez. Pas de problème, même les 3S, la sangle est largement assez longue, hein. Tu peux même mettre franchement du 3S hardcase là, ça doit passer sans problème. 5000, si tu mets du 6S, tu mets du 5000, ça suffira largement pour avoir un bon 20 minutes d'autonomie, mon avis. Quand je dis ça, ça veut évidemment pas dire toujours pied de plomb, hein. Pas à faire du ovale. Pensez toujours conditions de circuit, beaucoup de parties ici en virage, de quelques sauts et une ligne droite ou une forte axelle sur le circuit, pas plus. C'est comme ça aussi que sont conçus ces engins, c'est comme ça que sont pensés les combos aussi. C'est pas la même chose quand tu roules sur un grand circuit avec des longues lignes droites, des longs virages rapides, etc., etc. Sur ce buggy, tiens, regarde, ça c'est la différence, je pense, qui vient du SRX8. Donc on a bien des cellules différentes, regarde. On a une noix classique avec un BTR dehors. Et un roulement, bon c'est quand même pas le 16 par 8 par 5, une taille un peu en dessous. On va rapidement voir l'éclater si on a toujours encore des roulements épaulés. Je ne suis pas fan des roulements épaulés, ils sont tout petits, ils sont 4 mm de large, ils sont moins hauts, donc les billes dedans sont petites et ces roulements sont plus fragiles. L'épaulement permet d'avoir quand même une bonne endurance malgré la petite taille des roulements, puisqu'on a moins d'efforts, moins de stress sur les appuis, dû à l'épaulement qui maintient bien le roulement en place, mais c'est toujours pas aussi endurant évidemment que du 16 par 8 par 5. Donc devant les cardans homocinétiques, avec des grands roulements, tête complètement plongée dedans. Les roulements aussi sortis de cellules, tu vois, les cellules sont rikiki, mais la cellule couvre bien, sortie, tu vois, de la noix, le roulement n'est pas exposé. À l'arrière, par contre, toujours. Hein. Ils ne reviennent plus en arrière. Depuis qu'ils ont arrêté de faire des... Dans le temps, on avait toujours systématiquement ici quelque chose devant pour empêcher la saleté d'arriver au roulement. Là, il est pleinement exposé à tout ce qui arrive. On a assez de matière, on pourrait mettre juste une petite languette en Lexan. On a un abonné d'ailleurs qui a découvert une nouvelle colle d'un de ses fournisseurs. Il est en train de tester ça, il va nous en parler dès qu'il aura testé pour voir si ça vaut le coup. Mais c'est une espèce de colle qui reste flex mais qui tient 450 kg à l'arrachement. Donc ça peut être sympa pour fixer là un petit bout de Lexan tout simplement. Pour plus que ça bouge, fini.
pourrait mettre des toutes petites vis aussi, genre les petites vis informatiques du M1. Vu la matière qu'on a ici. En haut, se prendre sur l'écrou du porte-fusil arrière, et en bas rajouter une petite vis pour faire une petite protection. Évidemment, tu peux te mettre aussi un cache complet, mais je suis pas fan. Mais j'aime vraiment avoir les roulements ici protégés. À l'avant, ça va, puisque la chape, cette pièce-là, est par-dessus. À l'arrière, on n'a pas ça. Donc c'est un peu dommage. Là, il se pose propre. Hein. Alors, avons-nous ici de près deux LiPo. 2S chargés, non, et mes 3S aussi sont vides. Pour te dire que je ne prépare jamais les vidéos, tu vois. Je fais pas de storyboard, de machin, de bidule, hein, on cherche pas trop loin. Alors on pourrait mettre un adaptateur, mettre une 4S, mettre un shunt, c'est pas grave. On fera ça sur le terrain, on vous montrera ce que ça donne. Le cerveau, donc enfin, facilement accessible par le dessus, mais tu vois ici on a une petite poussière de plastique et là aussi on a des traces. Et ces traces viennent de quoi? De la carrosserie qui est extrêmement basse et qui va frotter là-dessus. Tu vois, on a frottouillé par-ci par-là. Et tu vois en plus c'est pareil avec le truc d'antenne là, tu es obligé de viser quand tu la mets et quand tu l'enlèves, tu as des chances d'aller arracher le petit capuchon. Donc celle-là, moi je vais définitivement la plier à l'intérieur. Ouais, la carreau est très basse, fait qu'on frottouille. Alors, on peut largement la monter un petit peu. On vous montrera la découpe là. Bon. Je vais faire ça, je pense, plutôt que d'attendre que ma carrosserie soit complètement rabotée pendant le temps. C'est parce qu'elle est double et Serpent a la drôle d'habitude de passer la vis par dessous avec l'écrou là. Ça fait que si la vis dessert, elle va taper sur le cerveau, va te bloquer ta direction. Mais au moins tu le remarqueras avant de sortir du virage parce que tu n'as plus de direction. On a la direction sur roulement, tiens, regarde. Donc roulement paroi double Z, donc tu fais gaffe, tu penses réellement mettre une petite goutte d'huile là-dessus. Et tout se passera bien. Ouais. Alors, le cerveau là a été rehaussé, donc selon les cerveaux que tu utilises en fait, je pense que tu pourras descendre un peu le cerveau. C'est vrai, les cerveaux modernes en brushless, tout ça, ils sont quand même moins volumineux que ces vieux cerveaux charbon à pignon laiton là, d'entrée de gamme. Et du coup, ça se retrouvera plus bas. Tu peux aussi évidemment utiliser une corne qui n'a pas tout ce gros bourrelet et où la rotule sera directement vissée dans l'alu de cette affaire. Ça, c'est du détail, c'est pas grave. Ça, par contre, alors là, là, je suis sur le cul. Ça me chiffonne. Hein. J'ai un câble, tu ne laisses pas se balader comme ça qu'un poids au bout. C'est un poids minime, mais ça, avec le temps, ça va poser problème. Hein. Ça, c'est nul. Ouais, je vais trouver une solution à ça, c'est sûr. Je vais couper les câbles, isoler, faire tic. On en a besoin pour programmer le neutre. Parce qu'il y a le petit bouton pour programmer le neutre dessus, mais c'est tout. Point de vue des chapes. Chez Serpent, on n'aura pas de surprise, c'est du bon matos. Et j'ai l'impression que celles-ci sont encore différentes que celles qu'on avait sur le MT et le Truggy point de vue matière. Le MT n'est pas là, il est chez RC by J pour faire quelques pièces en carbone. Mais on a la Porsche. Et je confirme que ce sont des nouvelles biellettes. Et je confirme qu'elles sont plumes à stock. Donc ils ont changé les biellettes, ils ont mis des plumes à stock. À voir aussi ce qui se passe. Biellette à morteau. La biellette à morteau posait problème surtout sur le Serpent MT. Sur aucun autre. Mais sur le Serpent MT, on avait des soucis, on les cassait, donc on les remplaçait par d'autres marques. Hein. Il y a plein de biellettes qui se montent, qui sont de bonne qualité, Ubao, Arma, etc. Ça se passait bien. Donc à voir s'ils ont fait une évolution de ce plastique à ce niveau-là. Ce qu'on aime bien, regarde, c'est que la coupelle est clipsée dessus. Donc même si le ressort se démet, c'est rare d'aller paumer sa coupelle. Petit mini pare-choc à l'avant. Les triangles, pas de surprise, toujours la qualité Serpent. Je dirais même qu'ils ont gagné en flex. Ah ouais, regarde, ils sont plus flex, tiens. Ah, ceux-là aussi déjà. Alors,
À l'avant, c'est pareil. À l'arrière, c'est pareil. Ça, c'est bien parce que du tout coup, pour toute la gamme, tu as les mêmes triangles. Évidemment, entre le IMT, un triangle plus long que le piste et le buggy, c'est clair. On peut toujours changer à fond l'anthrax. Chez Serpent, tu as des cales ici, donc tu peux reculer et avancer ta roue pour changer l'anthrax. Par contre, on n'a pas dans le porte-fusée, c'est cette pièce-là, différents trous d'ancrage pour changer la hauteur. Ça, c'est ce que j'aime bien chez Techno. J'ai vu une autre marque qui avait même fait ça sur l'avant, JQ, où tu pouvais changer aussi à l'avant, et ça, c'est super. Le train avant aussi utilise deux axes ici qui sont verrouillés par un petit BTR sur l'avant. Donc pas de risque que ça se desserre et que ça tombe. Par contre, si le petit BTR se desserre, là, l'axe peut tomber. Dans la roue du buggy, il ne peut pas sortir, il va frotter. Dans les autres, eh ben, il va se barrer. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Accès diff. Stop, stop. Tu n'as pas fait le tour, mon petit man. Accès au diff. Rapide ou pas? Ça m'a bien l'air ici. Je sais, j'ai un notice à côté, mais oui. Normalement, on va enlever ces deux vis-là. Et les deux vis du haut. Et on pourra enlever... Enfin, il faut déclipser la barre stable au moins d'un des deux côtés. Pour réussir à sortir ça, on va checker ça dans la notice. Si oui ou non, c'est un accès rapide. Après, pour le loisir, c'est pas vraiment important. Parce que une fois qu'on a nos duretés d'huile qu'on aime bien, on les laisse. On fait une révision de temps en temps si on sait qu'on a fait mouliner ça dans le vide ou pas à fond. Effectivement, regarde, c'est un accès rapide. Tu as uniquement les deux vis du haut et les deux vis du bas à sortir pour enlever le tiers du carter pour accéder à ton diff. C'est pas mal. On a aussi les cales ici de toute la gamme loisir, c'est-à-dire c'est une cale plastique mais qui a à l'intérieur une petite plaquette métallique. À quoi ça sert? Ça sert sur les gros chocs. Tu vas péter le plastique, mais la cale métallique va retenir ton axe, donc tu pourras toujours rouler, mais tu n'auras pas endommagé ni le triangle, ni l'axe, ni la cellule, parce que tu auras ici un fusible. Ça m'est arrivé sur le MT à l'avant, mais je l'ai cherché. Donc sur le buggy, m'étonnerait que ça m'arrive. Faut vraiment y aller méchamment sur le buggy pour que ça arrive. Et il y a encore quelque chose qu'on avait dit qu'on voulait voir dans la notice. On ne sait plus. Ah oui, typique aussi, toujours Serpent. C'est que le châssis n'a qu'un faible kick-up, contrairement à ses concurrents. Mais il y a une cale sous le train avant, où le train avant est fait différemment, la cellule avant, pour donner le kick-up induit dans la cellule. Et la direction, du coup, est montée sur une cale à part qui penche aussi la direction, alors que tous les autres, ici, tu vois, la direction est penchée avec... On est en parallèle entre les pivots de direction et le train, alors que sur la plupart des autres, on est droit, on est vissé directement, les axes ici sont vissés directement au châssis. Là, on a une pièce à part qui est vissée sur le châssis, et ensuite, on a les deux pivots dessus, regarde. Ça, c'est spécifique à Serpent. Il y a peut-être encore une ou deux marques qui font comme ça aussi entre temps. Ils le faisaient peut-être déjà avant, ça c'est pas important, qui sait qui fait quoi. Bien. Comme c'est un RTR, nous allons contrôler autre chose ensemble. Chose qui posait problème sur une série de Truggy et de MT. C'est les câbles qui étaient bloqués, coincés, pincés, parfois endommagés, du récepteur, enfin du cerveau et du vario vers le récepteur, parce que trop coincé dans la boîte radio. Ici, nickel, tout va bien. L'ouverture est plus large. Ils ont aussi mis des vis plus grandes, tu vois. Là, on avait des mini vis de rien du tout. Donc ça a été modifié. C'est super. C'est pas la peine de serrer trop fort, la boîte radio est pas étanche. Mais jusqu'à ce qu'elle prenne là-haut, l'eau, faut y aller. Hein. Alors, si tu comptes rouler dans la flotte, n'oublie pas de mettre un ballon autour du récepteur. Le bouton on-off non plus n'est pas protégé contre la flotte. Je ferai gaffe, sur le variateur c'est écrit waterproof. Hein. Mais là, l'eau va rentrer, ça peut te poser des problèmes de contact, donc des problèmes de neutre. Pensez-y, faites attention. Et l'autre souci qu'on avait, mais là je pense que c'est bon, on va pas démonter là-dessous, si on va démonter là-dessous. Comment ils ont passé le câble? Non. Le câble passe directement du cerveau par en dessous. Ils ont modifié donc tout le chemin du câblage en fait. Il fait la boucle là en bas, il remonte direct là. Donc
il n'y a pas de souci niveau pincement du câble. C'est un peu plus tarabiscoté avec la platine de l'autre sens. Voilà, donc moi, je vais souder les prises qui me conviennent là-dessus. Je vais charger mes lipos. Et on fera sur le terrain le petit essai dynamique. Sauf si on a un bug. Alors quand je branche ici dans l'atelier, quand je mets en route, si je me retrouve avec la direction à l'ouest, le neutre pas fait, tout ça, on en parlera. Et si j'y pense, je le rajouterai encore à cette vidéo derrière. Si j'en parle pas, c'est que tout va bien. C'est vrai que parce que si tu attends d'être sur le terrain pour le faire, tu peux avoir un problème. On a oublié de parler de l'ancrage des suspects. Ils sont restés classiques. 3 ancrages sur le haut de tourelle, 4 à l'arrière, 2 au niveau des suspects, mais décalés. Ce qui fait que si tu as tes réglages en ligne, plus tu éloignes ton amorto, plus tu vas perdre de débattement vers le bas, mais tu vas en gagner vers le haut. Alors que quand c'est comme ça dans le sens de la suspension, si je décale mon amorto de là, la hauteur de caisse va être la même, contrairement à un réglage en ligne. C'est pour ça que là aussi le réglage est comme ça, pour toujours rester en fait en parallèle. On a aussi bien sûr toujours les réglages de biellette ici, 4 sur l'arrière, sur l'avant et 5 sur l'arrière, non 4 aussi. 4 devant, 4 derrière. Donc des réglages en profondeur et en hauteur pour changer le comportement du véhicule. Plus t'es haut, plus tu prends de roulis. Donc moins tu as d'accroche sur un terrain, plus tu vas monter. Plus tu t'éloignes, si tu prends court et court ici, tu vas changer la réaction de la roue. Pour ça, justement, il y a les tutos de Renault. Et ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer toi-même. Mets ta biellette au plus bas, au plus serré. Fais une dizaine de tours au même endroit. Ensuite, tu vas au plus long, toujours en bas, et ensuite en haut, etc. Et tu fais tes petits essais. Et tu fais d'abord le train avant, puis le train arrière. Et tu regardes les différences de ce qui va se passer. L'incidence sur la réaction du véhicule entre le roulis, changement de position des roues, etc. etc. Moi j'aime bien, j'en faire au plus long. Et à l'arrière, là on est en bas, à l'arrière généralement je mets en haut pour avoir une bonne prise de roulis à l'arrière, pour avoir du grip sur le train arrière, si c'est un véhicule qui glisse beaucoup du cul, comme c'est le cas en buggy truggy. Par contre en MT, c'est l'inverse, tu vois, sur le X-Max on est bas, pour ripper plus le cul, justement pour éviter d'accrocher, de te retourner facilement, parce que c'est des véhicules qui ont des centres de gravité relativement élevés. Donc on va préférer les faire glisser que de les faire prendre du roulis. Puis de toute façon la motricité du X-Max, ça c'est clair. Vous l'avez vu en ligne droite sur le bitume, cet engin est juste génial, même sur le bitume. Faites gaffe avec ces bacs à batterie au câble d'équilibrage. Alors, pourquoi ils ne se posent pas plus la question? Parce qu'en compète, ils utilisent beaucoup, je les ai même plus là, je les ai aussi toutes emballées, de batteries qui n'ont plus de câble. Tu branches direct, tu as ton petit câble de balance aussi pour le chargeur, c'est séparément, c'est différent. Donc il n'y a rien qui traîne. Nous, en loisir, on va utiliser des batteries comme ça, tu vois. Et là, tu as ton cordon d'équilibrage qui traîne, donc tu fais attention, tu ne le massacres pas. Et ton cordon aussi principal. Alors là, c'est une 4S, c'est haut, mais si tu mets une 2S, tu vas être très bas. Donc méfie-toi, il y a la couronne ici, il y a les noix qui tournent ici, tu fais gaffe. Plot de carreau. Tiens, on a oublié d'en parler, regarde. Ils l'ont monté sur un truc mobile avec un petit caoutchouc en dessous. Ça c'est génial parce que le châssis flex et généralement t'écrabouilles ta carreau et elle en souffre alors que là non. Donc ça c'est cool. Franchement, petit truc tout simple. Dans le temps c'était encore plus simple. Il te faisait une pièce en plastique souple. Il faisait un petit S. Hongnor par exemple le faisait. Un petit S en dessous pour poser dessus. Donc tu avais une espèce d'effet ressort sur la carreau qui marchait très bien aussi. Pour la rehausser, tout à l'heure j'ai parlé de rehausser, c'est facile. Tu démontes la platine. Ton plot là, tu mets une cale en dessous, tu mets une vis plus longue. Il y a un petit téton, il y a un sens pour pas qu'il tourne. Si tu rehausses, ça peut tourner, mais les risques que ça tourne ici, on n'est pas sur un MT qui va prendre plein de coups sur la carreau, c'est différent. À l'arrière, par contre, ce système pour rehausser, ça va être plus compliqué. Soit tu utilises une rallonge, soit peut-être ils font des plots plus longs. Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais couper ici en deux. Je vais percer M3, M2, 5, hein, on va dire M2, M2, 2, 2, 5, en haut, en bas, et je vais mettre
tout simplement un BTR long à l'intérieur et je vais revisser mon plot dessus. Je peux y mettre une cale pour éviter que la vis soit sous pression et que ce soit la vis qui se tord tout le temps. Simple exemple. Hein. Si tu veux monter d'autres carreaux là-dessus, puisqu'on y est, tu as envie de mettre une cox. Tu vois, je vais mettre une carreau de cox. Alors pensez-y, il y a la courte et la longue. Et Elsa, c'est un petit placement de produit là. Hein. Note, 1 euro aux gens. Tu vois, celle-là elle est un peu courte pour les. Ça passe sur les buggy, mais justement la plus longue, franchement, elle va beaucoup mieux. Je vous le garantis. Tu peux mettre. Tu seras obligé de mettre tes amortos à l'intérieur et tu peux mettre des fixations de carreaux ici sur la tourelle ou tu en mets à l'intérieur ici, type Arma, qui sont réglables en hauteur. Et hop, tu balances ta cox dessus. Ça protège la tourelle en plus. Et je vous en parlais l'autre jour, on n'avait pas de buggy ici. Donc là voilà. En plus, ce qui est génial, c'est que ceci est donc HPI Savage Flux. Regarde, 325, ça passe sur les buggy. Ça couvre la tourelle. Ça tombe bien que Jean et Thomas aient fait le HPI Savage Flux parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle. Bon, comme vous l'avez constaté, la 4S rentre sans problème. Mais on n'ira pas pousser le bouchon à faire tourner le buggy vitesse. 1,2 kg de batterie, regarde la suspecte, elle encaisse. Oh la vache. Tu vois 1400 kV vitesse dans tout ça. Manie des rails. On l'a perdu, on l'a perdu. Non, on va pas mettre 1,2 kg de batterie, pas décoller. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai un bouton sur le nez, je sais, c'est toujours comme ça, hein. Tu veux faire un truc, tu as un bouton sur le nez. C'est comme quand tu étais gamin, à chaque fois que tu avais rendez-vous avec une gonzesse, c'était sûr que tu avais un Spock qui te sortait au bout du nez. Là, on fait les vidéos, ça sort au bout du nez. Alors, on va pas mettre de l'après, on peut mettre tiens, un petit peu de peinture, peut-être. Un petit truc. Dans l'histoire, je m'y perds. Je parlais de quoi? Agréable surprise pour moi de voir que ce Vario est en 6S. Ça, c'est cool. Good job. Le MTE, à part le cerveau et la première série de cardans, on n'avait rien à ajouter. Châssis plat, les tourelles pouvaient flexer, donc les deux tubes en nylon, soit la tourelle arrière du truggy option, que tu pouvais monter devant aussi. Sur le truggy qu'on avait là, on avait le souci de câblage, mais le cerveau était largement suffisant. Et franchement, comportement dynamique du truggy sorti du carton était vraiment waouh, on était super content, génial. On a, pour une raison que j'ignore, un moteur différent dans le truggy du Monster. Le Monster a, c'est quoi, 1900 ou 2000 kV aussi. Ouais, un 2000 kV qui est conséquemment gros. Il rentre évidemment parfaitement dans le truggy puisque c'est le même châssis. Mais dans le truggy, ils sont allés mettre un moteur différent. Peut-être pour des raisons de consommation, parce que le moteur du MT, forcément, a plus de coupe, plus gros rotor, mais il a les grosses roues emportées. Ce comportement est là-bas dedans. Et le moteur qu'on avait dans le truggy nous a fait très plaisir aussi. On avait des performances largement correctes et une consommation vraiment sympa aussi. J'espère avoir la même surprise avec ce petit moteur 1900 kV là. Je suis vraiment pas pour le 2400 kV de la GT. Celui-là, c'est vraiment celui que j'aime pas. Beaucoup de kV, moteur court, chauffe à donf, consomme à donf. Là, ça va se passer beaucoup mieux. N'oublie pas qu'en buggy, c'est fermé. Ça va chauffer. Donc soit tu découpes les vitres, les machins. Attention, sur circuit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Niveau découpe, nous en loisir, ça va. On peut le faire. Donc on pourra s'amuser à faire certaines choses. On va en parler rapidement aussi ici. Je vais t'enlever ce truc là. Oh la vache. Ils ont mis une vis par en dessous. Stop, il y a un petit BTR en dessous, je pense qu'il bloque le truc. Force pas. Force pas. Hop, je te plie. Tiens, basta. Bon. Alors, il y a évidemment des carreaux de genre BT Design ou d'autres qui font. D'ailleurs, on a les mêmes gros clips que sur le MT là, c'est génial, vraiment ça. Qui font évidemment des carreaux qui ont un design prévu pour avoir des aérateurs. Là, il n'y a rien de prévu. Tu vois, ils n'ont rien prévu pour faire des entrées d'air. Si on découpe ici le pare-brise, l'air va rentrer là, mais il n'y a rien au milieu. Donc ni le Vario qui est ici n'en profitera, ni le moteur qui est là n'en profitera non plus. Si on découpe trop ici, toute la saleté que balance la roue va rentrer aussi.
Ce que nous, en loisir, on peut faire, je ne sais pas si on a le droit de faire ça en compète, c'est qu'on peut faire, par exemple, une ouverture ici. Tu coupes pas ton Lexan. Tu fais un U, et tu le replies vers l'avant, ce qui fait que l'air, enfin le moteur est là, hein, donc pour que le moteur prenne de l'air, il faudrait qu'on ait une ouverture ici. Et l'idéal, c'est de faire un cône pour que l'air soit forcé vers le moteur. On est très limité en place pour mettre un ventilateur là-dedans aussi. Donc c'est chaud de faire quelque chose où ça va bien se passer. Mais on va une fois le laisser comme ça, parce que 1900 kV, franchement, le pignon n'est pas trop gros, et en 6, je pense que niveau température, ça devrait le faire. N'oubliez pas, c'est pareil. N'oubliez pas, quand on roule en loisir, on roule 20, 25, 30 minutes selon les setups qu'on fait. On roule quand même à la vitesse, pas tout à fait à la vitesse des compétiteurs. Je ne parle pas de la vélocité balistique dont ils font preuve sur circuit. C'est sûr que moi, si tu me mets sur un circuit, le temps que je fasse 3 tours, eux, ils en ont fait 4 ou 5. Même possible qu'ils me bouffent un tour sur 2. On va pas, ça c'est clair. Mais je parle de la vitesse constante qu'on va utiliser en loisir. On est plus souvent en appui dessus. Enfin, ça dépend des pilotes. Il y en a qui font se balader tranquille. Chacun fait comme il aime. Nous, on y va peut-être un peu plus fort. Et on est plus en pression constante sur le véhicule que ce qui vont être en compétition parce qu'ils sont coincés par un circuit plus petit. Comme dit les sauts, appel contre appel, sortie de virage, tu te retrouves un saut. Il n'y a aucun moment où tu peux vraiment t'exprimer sur ta gâchette. Hein, juste la ligne droite, vraiment, où ils peuvent mettre gaz, un ou deux sauts. Ouais, ils vont placer un joli backflip ou un double ou un TikTok ou n'importe quoi parce que ça, ils savent faire. Et contrairement à nous, ils ne le font pas juste de temps en temps. Hein. Les mecs, c'est à chaque fois. Tour après tour, après tour, après tour, après tour, après tour. C'est là la grosse et énorme différence. C'est pour ça aussi que les compétiteurs ne comprennent pas que nous, on veut toujours aller plus vite. Parce qu'ils n'ont pas la place. Et en allant plus vite, c'est certain que tu ne peux plus être régulier. On vous l'a montré en forêt avec les X-Max. Le X-Max 6S en forêt. Enfin, le 8S mis en 6 face à des X-Max 8S. Quand on fait le circuit en forêt, eh ben, les 8S n'auront à aucun moment rattrapé le 6S. Parce que trop de gaz, parti en cahuète, vouloir sauter trop haut, trop loin, etc. etc. Donc ça, ce sont le genre de choses qu'il faut prendre en compte. Je sais très bien que je taquine depuis le début de la chaîne les compétiteurs parce que j'espérais qu'ils viennent nous voir, j'espérais qu'ils nous mettent des commentaires sympas. Et il y en a qui sont venus et qui jouent le jeu, mais qui nous... Tu vois, surtout des compétiteurs qui ont aussi fait du loisir, qui connaissent les différences des deux, qui puissent nous en parler. Parce que moi, j'ai pas fait de compète, je peux pas en parler. Par contre, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai regardé des reportages de compétition. J'en ai mangé. Je suis pas fan hein, de regarder ça, mais j'en ai mangé et j'ai regardé pour justement pouvoir vous donner un meilleur comparatif pour le pilote de loisirs, aussi pour le compétiteur, pour qu'il voit un peu les différences. Et donc, eux ils roulent 10 minutes, et les constructeurs prévoient les machines aussi pour des manches de 10-15 minutes, on va dire, allez. Donc, niveau chaleur, là, c'est sûr, si on roule 10 minutes, ça se passera bien. Ça va monter vite en température, mais ça ne dépassera pas des températures de façon à ce que ça devienne inacceptable. Alors que nous, au bout de 20-25 minutes, c'est sûr que ça chauffe. Ce qui m'intrigue en 4S, c'est de voir les perfs de ce moteur avec ce pignon en 4S sorti de la boîte. Vous avez vu que le VS était à 55-57, donc vraiment décevant, personnellement. Suffisant, par contre, pour un pilote débutant. Le JQ de Car RTR aussi était dans les 55-57. Ramené sur un circuit, ça doit être suffisant. Pour nous, ça ne suffisait pas. Le T-Magic B8ER 2400 kV 4S, alors lui, c'est un missile. Par contre, là, ça chauffe. Là, c'est trop. Là, l'étagement est définitivement trop grand. C'est sûr et certain. Le Radix en 4S, pareil, hein, tablé sur un petit 60 par là. Donc on va voir ce qui nous sort celui-là en RTR. Je suis curieux. Le Typhon, lui, il est plus haut. Lui, il est plus dans les 65-67 en 4S sorti de la boîte. À voir ça. Quoique le Radix... Non, si, Papa RC avait testé le Radix d'origine où il avait mis un petit pignon pour rouler 6 et ça suffisait plus en 4. Papa RC, est-ce que tu peux nous recommander ça là-dedans? Parce que toi, tu as plus largement exploré la gamme Radix que moi. On va le tester stock. Peut-être. Non. On va. Il faut que je vois un truc. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Nous allons débrider cette pauvre suspension. Ouais, j'ai des embouts à rallonge. T'en as jamais eu une longue?
Ah la vache, ah ouais, là, what, le débattement qui te prend là, hein. Attention, hein, quand vous débridez les suspects, assurez-vous quand même que les vis de butée soient un petit peu sur le châssis pour éviter quoi? Et ben pour éviter l'arrachement des suspensions. Si tu descends trop loin et que c'est ton amorto qui arrête ta suspecte, n'oubliez pas aussi le minimum de flex du triangle. Tu vas tirer sur ton amorto, tu vas l'arracher. Ensuite, il faut regarder l'angle des cardans. Ça fonctionne. Et regarde ça, avec tout le blabla, j'ai oublié les huiles de diff. J'avais commencé à l'arrière, donc à l'arrière, on est bien étendu. Franchement, on a une sensation de 10 000. Hein. Ouais, 7 à 10 000. À l'avant. Ouais, ils sont restés souples aussi. Et au centre. Souple aussi. Donc on est souple sur les 4 fers. Très bien pour un débutant. Niveau souplesse, en 4S, en 6, peut-être que ça va ballonner un peu mucho. On va voir ça. Ah. Voilà. Tu vois Ça aussi, très accessible. Il y a des engins où c'est... il faut absolument un tournevis avec une pointe sphérique parce que on passe pas. Voilà, là on est bien, tu vois. Là il... Ouais. Alors attention, quand vous faites ça, vous allez avoir un problème sur une surface qui accroche, ou dans l'herbe ou autre, parce que votre véhicule, eh ben, il va prendre plus de roulis, ou il va se lever plus dans les virages, donc il sera plus enclin à se renverser. Donc, pense à ça. T'as vu? Rosé, propre. Là ça me plaît mieux. Ouais, c'est mieux avec ce débattement en plus, parce que moi je vais rouler dans l'herbe précisément. Donc il y a de quoi faire. Donc effectivement, tout comme le Truggy ou le MT, tu peux donner à ce machin un débattement quand même très appréciable. Hein. Regarde les angles qu'ils prennent. La chassimétrie bouge pas trop. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on va régler encore ces trains. Je vais pas rouler du placement, moi. Maintenant j'y vais. Et vous me connaissez bien sûr. Quand je suis là longtemps à jouer avec ma petite voiture, c'est que déjà je suis très content. Donc merci Hervé. Parce que sans lui, ce machin n'était pas là. Parce que, vous savez, buggy, ouais, j'en ai eu, mais ça va, de temps en temps comme ça. C'était plus les... Mon trip buggy, c'est plus le shrapnel pour pouvoir... Parce que c'est un engin... On l'a pas pesé? On l'a pas pesé. En général, dans les 3,5 kg, 3,8 kg, 4 kg pour les enclumes Arma et Coralie, avec leurs ferrailles et leurs alus bas de gamme. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas content avec. Si je prends un buggy, j'ai quand même envie qu'il soit léger, tu vois. Je prendrais plus du Techno RC ou autre. Nous avons 3 kg 160 à vide. Donc, ça nous fait... Alors pour un RTR, c'est pas mal. La plupart des RTR, comme dit, c'est entre 3,8 et 4 kg. Une lipo fait 250 grammes, donc 500 grammes de plus sur 3,2 kg. Si, on est quand même dans les 3,7 kg. Hein. Petit coup pas, tu vois. Donc toujours le Hoba Hyperstar et le Techno RC. Au-dessus, enfin, en dessous, niveau poids, plus haut sur l'échelle de la légèreté. Hein, c'est pas comme Vanny, lui, la légèreté dans les propos, c'est plutôt moins 3, moins 4. Hein. Dernier étage, alimentation. Ah oui, ça vous pouvez peut-être pas comprendre, parce qu'en Suisse, souvent les supermarchés sont dans des immeubles à l'intérieur de la ville, sur plusieurs étages. Et l'alimentation, de façon toute logique, est toujours dans le -1 ou -2 parce que c'est des endroits où il fait toujours plus frais et ils n'ont pas besoin de refroidir pour garder la température stable. Tout simplement. Petit clin d'œil aux Suisses. Salut.